À la une de l'actualité ce soir, François Compaoré ne sera pas pour l'instant extradé au Burkina Faso. La Cour d'appel de Paris, qui a statué ce mercredi sur le sort du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, dont le nom est cité constamment dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, eh bien la Cour d'appel demande au Burkina Faso de fournir des éléments matériels précis de nature à prouver l'implication de François Compaoré. Est-ce une nouvelle étape qui complique l'extradition demandée par le Burkina Faso? Explication à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le retour des chenilles légionnaires appelle la saison installée. Ces ravageurs refont surface dans la région des Cascades. Présentement, une grande partie des champs de maïs est infestée. Les paysans sont dans le désarroi car les dotations en pesticides promises par l'État ne sont pas encore arrivées. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? La réponse à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, ce 13 juin, la communauté internationale fait une halte pour sensibiliser sur le phénomène de l'albinisme. L'albinisme, cette anomalie génétique très rare, mal comprise et méconnue dont les personnes qui en souffrent sont souvent confrontées aux préjugés et aux discriminations. Et en sport, nous parlons de la Coupe du Monde Russie 2018 qui débute demain, 14 juin. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Extradition de François Compaoré, le verdict est renvoyé au 3 octobre 2018. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui vient de rendre son verdict sur la demande d'extradition du Burkina, du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. François Compaoré mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Explication, Zoubaviel David Aviré. François Compaoré sera-t-il un jour extradé au Burkina Faso? En tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris renvoie le délibéré sur cette demande d'extradition au 3 octobre prochain. Le motif, les juges français demandent au Burkina Faso de fournir des éléments matériels précis de nature à prouver l'implication de François Compaoré dans l'affaire Norbert Zongo. La décision douche les espoirs des défenseurs de la liberté de presse de voir enfin l'aboutissement du dossier Norbert Zongo 20 ans après les crimes de Sapouy. En rappel, le 13 décembre 1998, le journaliste d'investigation est retrouvé mort, calciné dans sa voiture avec ses 3 compagnons d'infortune, alors qu'il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré. La commission d'enquête mise en place pour faire la lumière sur cette affaire avait désigné François Compaoré comme suspect sérieux. Le dossier, lui, a connu diverses péripéties en justice jusqu'à l'interpellation en France de François Compaoré en octobre 2017. 200 millions de francs CFA, du matériel informatique et bureautique, c'est le soutien du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui apporte à la Cour d'appel de Bobo Dioulasso dans l'organisation des sessions de sa chambre criminelle. Une de ces sessions, la 5e, se déroule du 11 au 16 juin à Boromo. Hassan Gourabou et Moussa Sanou étaient à l'ouverture des travaux. Le reportage. Cour d'appel de Bobo Dioulasso, la salle d'audience du tribunal de grande instance de Boromo accueille ce lundi 11 juin la 5e session de l'année judiciaire 2017-2018 de la chambre criminelle de cette cour en son pôle criminel de Diobougou et siégeant dans la capitale des Balais. À l'ouverture de cette session, les corps constitués mais aussi les populations sont là aux côtés des membres du corps judiciaire. Nous avons 14 dossiers. 14 dossiers impliquant en tout 17 accusés, dont 5 accusés détenus. Les infractions qu'on leur reproche, c'est des crimes de sang, assassinat, coup mortel, meurtre, et il y a 2 dossiers. Un dossier portant sur la traite des personnes et un autre dossier relatif à un incendie volontaire de biens. Cette session va durer 5 jours. Elle est la 2e que le tribunal de grande instance de Boromo accueille en cette année judiciaire 2017-2018. Une session rendue possible grâce au soutien du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est une très belle et bonne initiative du PNUD qui vient donc au secours donc de l'État parce qu'on a observé que les dossiers d'instruction stagnent. Même les pourvois en cassation, avec la nouvelle loi sur les appels, on se demandait même à quand vraiment la procédure en appel. Le coût moyen pour juger un accusé au Burkina,
c'est 600 000 francs. Alors, la contribution du PNUD nous est capitale. Ça va nous permettre de sortir beaucoup de dossiers. Mais le PNUD a promis de nous suivre même après la session de la chambre criminelle. En attendant, la contribution du PNUD pour l'organisation des sessions de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso s'élève à 200 millions de francs CFA. Outre cette enveloppe financière, la Cour a déjà reçu de l'organisation onusienne du matériel informatique et bureautique. Le Burkina Faso s'est engagé à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mais force est de constater que sur le terrain, certains engagements peinent à être respectés, notamment ceux ayant trait à la violence faite aux femmes et aux filles. Et pour la Commission nationale de suivi de la mise en œuvre des engagements au Burkina en faveur de la femme, réunie en session ordinaire à Kaya depuis ce mardi, l'occasion est donnée de revenir sur les recommandations à même d'aider d'accélérer ce respect. Gérard Sommet, Maxime Zongo. Malgré des mesures administratives et juridiques, des efforts permanents de sensibilisation, les violences faites aux femmes et aux filles ont toujours la peau dure au Faso. L'État burkinabé, qui entend redoubler de vigilance, a alors mis en place une commission nationale afin de mieux suivre la mise en œuvre de ces engagements. Le Burkina Faso a présenté un rapport au CEDEF. Le CEDEF, c'est les conventions sur les éliminations de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc, ce rapport a ressorti 88 recommandations que aujourd'hui le comité va examiner pour voir qu'est-ce que nous pouvons prendre et les mettre en œuvre rapidement afin de pouvoir très prochainement présenter le 8e rapport du Burkina Faso. La rencontre de Kaya permettra non seulement d'examiner dans les détails les différentes recommandations qui en sont issues, mais aussi de proposer un mécanisme efficace de suivi de ces recommandations. Marie-Laurence Ilboudou a saisi l'occasion pour féliciter Maître Franceline Toué, une compatriote élue juge au CEDEF. La Convention sur les éliminations de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Présente dans le Centre-Nord pour la revue de la Commission nationale de suivi de la mise en œuvre des engagements du Burkina en faveur de la femme, le ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale a procédé à une distribution de vivres pour les personnes vulnérables de la région. Au total, 600 tonnes de céréales seront distribuées à l'occasion. Gérard Sommet, Maxime Zongo pour Le Point. Suite à la mauvaise pluviométrie de l'année dernière, nombreuses sont les localités qui connaissent un déficit céréalier. Au nombre de celles-ci, la région du Centre-Nord. Pour pallier cette crise, le gouvernement du Burkina, on se le rappelle, a adopté le 2 mai dernier un plan de riposte et de soutien aux populations vulnérables. La campagne agricole n'a pas été bonne, donc nous avons 5 régions, dont la région du centre-ouest, c'est à peu près 90 000 personnes et plus de 2000 ménages qui seront concernés pour cette distribution de vivres gratuite. 620 tonnes, c'est la quantité de céréales qui a été remise à 2462 ménages de toutes les communes des provinces du Nalmatinga et du Salmatinga. Une initiative qui a bénéficié du soutien de partenaires. Pour les Nations Unies, nous avons en plus de ce que nous faisons ici avec les partenaires, mobilisé 9 millions de dollars américains de fonds d'urgence, qui est près de 5 milliards de francs CFA, pour accompagner ce plan et être auprès des populations et des familles qui sont dans le besoin et qui auront besoin d'une assistance alimentaire. Ce plan de riposte du gouvernement, faut-il le rappeler, prévoit plusieurs activités d'assistance aux populations vulnérables. Outre les distributions gratuites, les régions les moins affectées bénéficieront, elles, de ventes de céréales à coût réduit. Et de son côté, le PAM, le Programme alimentaire mondial, vient en appui au gouvernement burkinabé pour faire face à la crise alimentaire qui sévit dans le pays. Plus de 600 000 personnes dans ces provinces seront bénéficiaires de l'assistance du PAM de juin à septembre 2018. Le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite de vivres est intervenu en présence du ministre en charge de l'agriculture, Lazare Sanou, sur place à Dori pour le détail. Le ministre en charge de l'agriculture
donne ainsi le top de départ de la campagne de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. Une assistance alimentaire du programme alimentaire mondial qui s'inscrit dans le plan de réponse du gouvernement. Aujourd'hui, c'est des actions du PAM que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire la distribution gratuite de céréales, le cash for work et le cash inconditionnel. C'est-à-dire, cash inconditionnel, c'est distribuer de l'argent à hauteur de 35 000 francs par personne pour leur permettre d'acquérir aussi de quoi s'alimenter. Et le cash for work, ça veut dire qu'il y a des travaux que les personnes vulnérables puissent dans la province ou dans la localité, dans la commune réaliser. On les prend comme des ouvriers et on leur donne un salaire. L'assistance alimentaire du PAM va atteindre 603 000 personnes dans 15 provinces et concerner 9 régions. Le coût total de l'opération est évalué à plus de 5 milliards de francs CFA. Alors, ça avance bien. Les personnes les plus vulnérables, les plus en besoin, ont été identifiées pour la plupart à travers toutes les 15 provinces. Et les distributions sont en train de commencer maintenant. Et on espère qu'on va avoir une distribution par mois pour chaque ménage parmi les gens qui sont les plus vulnérables. Pour l'année 2018, le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables va coûter au gouvernement plus de 81 milliards de francs CFA. Et puis, quel mécanisme pour une bonne distribution de l'appui en intrants et en matériel agricole de l'État burkinabé aux producteurs pour la campagne agricole de 2018 et 2020? La question est discutée à Kaya au cours d'un atelier qui a réuni tous les acteurs concernés. Bouman Nebié pour le reportage. Les acteurs intervenant dans le monde agricole de la région du Centre-Nord réfléchissent à cet atelier sur les mécanismes de distribution de l'appui de l'État aux producteurs pour la campagne 2018-2019. Pour la distribution de ces intrants et ces équipements agricoles, des commissions sont déjà mises en place et les rôles des préfets et des maires y sont indispensables. Et le préfet, son rôle, c'est d'assurer la coordination des activités d'identification des bénéficiaires, les villages bénéficiaires, les ménages bénéficiaires, les producteurs individuels bénéficiaires, les producteurs organisés en groupement bénéficiaires. Les maires, ils ont un double rôle. D'abord, de passer l'information auprès des agriculteurs de l'opération, de sensibiliser les bénéficiaires sur l'opération, sur le programme qui est mis en place pour la distribution et aussi de participer à l'identification des bénéficiaires et de participer effectivement à la distribution. Et cette distribution va se faire selon des critères bien déterminés. Alors, la subvention globalement concerne les agriculteurs vulnérables. Et l'agriculteur vulnérable qui est ciblé par la subvention, c'est un ménage agricole qui a le terrain pour cultiver, il y a la force de travail, il y a la main-d'œuvre, mais objectivement, ses ressources sont très limitées. Il ne peut pas acquérir de la semence améliorée qui coûte cher, les engrais qui coûtent très cher, des équipements agricoles, des animaux de trait, mais on sait que s'il a ce potentiel-là, il peut contribuer à la production agricole. Comme aide de l'État pour la présente campagne agricole, la région du Centre-Nord bénéficie de 1500 charrues, 150 charrettes, 500 animaux de trait, 715 tonnes d'engrais minéraux et de 179 tonnes de semences améliorées. Des intrants qui sont déjà acheminés dans les différentes provinces de la région et la distribution va commencer après cet atelier. Et puis l'installation de la campagne agricole dans la région des Cascades avec un brin d'inquiétude. Si en mai 2018, la nature a été généreuse, en juin, par contre, quelques frayeurs, des motifs d'espoir, la météo prévoit une saison bien arrosée. Karim Sissé. Dès les premières pluies du mois de mai, les producteurs agricoles des Cascades ont repris les activités champêtres. Un démarrage précoce pour se donner toutes les chances de faire de bonnes récoltes, à même de faire oublier la mauvaise campagne écoulée. En ce début de mois de juin, dans de nombreuses exploitations, les plants sont au stade de levée et de montaison. La campagne s'est bien installée depuis le mois de mai. Les gens ont commencé à la préparation des champs pour les différentes opérations culturelles, savoir les labours et autres. Et actuellement, c'est les semis. Bon,
Et beaucoup de champs ont été semés, surtout en maïs, et quelques champs en coton et arachide. Au mois de mai, la pluviométrie a été assez bonne dans les cascades. Mais en juin, Dame Nature semble avoir fermé les vannes. Si on compare les décades, la première décade du mois de juin a été moins pluvieuse que la troisième décade du mois de mai. C'est-à-dire que de mai à juin, quand on compare, on voit que la pluviométrie a baissé. Sur les 10 hectares que j'ai prévu exploiter cette année, je n'ai pu emblaver que la moitié. Depuis là, j'attends la pluie avant de m'occuper du reste de mon champ. Car cela détienne, certains continuent leurs activités. C'est le cas de ces femmes de Toumousséni. Il ne pleut presque plus depuis au moins 2 semaines. Mais comme la saison avance, nous sommes obligés de semer en attendant qu'il pleuve. Pour l'équipe technique en charge de l'agriculture dans les cascades, il n'y a pas lieu de trop s'alarmer car la météo prévoit une saison bien arrosée. Et si tout se passe comme prévu, la région des cascades pourrait être excédentaire en termes de production céréalière. Mais un enthousiasme qui pourrait être freiné par le retour des chenilles légionnaires. Cette année encore, à peine la saison installée, ces ravageurs refont surface dans la région des Cascades. Et à l'heure actuelle, une grande partie des champs de maïs est infestée. Les paysans sont dans le désarroi car les dotations en pesticides promises par l'État ne sont pas encore arrivées. Constat avec Karim Sissé. Une nouvelle campagne agricole humide commence et déjà, le cauchemar des agriculteurs de la région des Cascades refait surface. La chenille légionnaire. Ici à Soubaragnadougou, dans la province de la Comoé, presque tous les champs de maïs sont infestés. Et on constate que tous les semis qui ont été faits, et au niveau du maïs, en tout cas tous les champs sont presque attaqués dans l'ensemble. Voilà, du semis jusqu'au niveau des... Quand vous voyez le maïs au stade levé et au stade 5 feuilles, on voit que tout est attaqué dans l'ensemble. Massaché Soulaman se souvient encore du cauchemar que ces parasites lui ont fait vivre l'an dernier. Et cette année encore, il n'est pas épargné. Ces parasites m'ont causé une énorme perte l'année passée. L'année surpassée, j'ai emblavé 8 hectares de maïs et j'ai eu 160 sacs de 100 kg. Et l'an passé, dans la même exploitation, je n'ai eu que 90 sacs de 100 kg à cause de ces chenilles. La dotation en pesticides promise par le gouvernement pour faire face aux chenilles légionnaires en cette campagne agricole n'est pas encore une réalité sur le terrain. La dotation qu'on est en train de redéployer, ça c'est le reliquat de la dotation de l'année passée. Pour cette année, ce n'est pas encore opérationnel, mais on nous a rassuré que ça ne va pas tarder. Il faut que les producteurs s'orientent vers les redistributeurs de produits phytosanitaires. Et il faut que la chenille légionnaire soit même pris en compte dans les calculs, même dans les préparations de la campagne de producteurs. C'est un nouveau ravageur qui est là, on ne peut pas le quitter et puis attendre que l'État vienne lutter contre, spécialement contre cette chenille. Selon les techniciens agricoles, il faut débourser 5 000 francs pour traiter 1 hectare. Un coût pas toujours à la portée de tous les producteurs. Et en plus du coût, les pesticides se font même rares sur le marché. Si rien n'est fait pour barrer la route à ces ravageurs, ce ne serait pas une surprise de voir les cascades connaître un déficit alimentaire cette saison agricole. Et dans l'actualité du jour, la journée internationale de l'albinisme célébrée ce 13 juin à travers le monde. Au Burkina Faso, le pays a choisi Boussouma pour célébrer cette journée. Boussouma, du fait du nombre élevé d'albinos dans cette commune rurale du San Matenga. Une journée marquée par une communication quant aux conseils sanitaires aux albinos pour leur permettre de vivre à l'aise. Paul David Bambara, Maïmouna Traoré.
La commune de Bousma compte une trentaine de personnes albinos. Ce sont là des statistiques de l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos, ce qui justifie le choix de cette localité pour abriter la 4e journée de sensibilisation à l'albinisme. Ici, comme partout ailleurs au Burkina Faso et dans de nombreux pays, elles sont victimes de préjugés, de stigmatisation, de stéréotypes négatifs, de marginalisation, de rejet. D'où l'institution de cette journée pour sensibiliser sur l'albinisme qui n'est rien d'autre qu'une anomalie génétique due à un défaut de la mélanine. Le regard négatif que la communauté a de l'albinisme ici, la méconnaissance du phénomène dans la communauté ont fait que nous avons choisi Boussouma donc pour sensibiliser les décideurs, sensibiliser la communauté, sensibiliser également les familles, mais surtout aussi les personnes albinos elles-mêmes, faire en sorte que la communauté les prenne et les inclue dans ce qu'il y a dans la communauté. Cette 4e journée de sensibilisation a été marquée par une communication sur l'albinisme et les précautions à prendre pour rester en bonne santé, car les lésions causées par le soleil peuvent se cancériser. La personne albinos doit se protéger du soleil, surtout en portant des vêtements qui couvrent les chapeaux, les lunettes soleil, parce que l'albinisme atteint les yeux aussi. Et surtout éviter de sortir au soleil. Il y a des heures entre 10h et 14h où le soleil est vraiment très chaud. Comment prévenir l'albinisme? La spécialiste de conseil les mariages consanguins. À l'occasion de cette célébration, il est prévu une consultation dermatologique pour éviter les complications. Ralo et Palogo, 2 villages du Boulki-MD qui bénéficient de l'éclairage public à travers le solaire. Ils font partie des 400 localités du Burkina qui bénéficient de la mise en œuvre des engagements du président du Faso. Le projet éclairage photovoltaïque va coûter environ 4 milliards de francs CFA au budget national. Le ministre de l'Énergie était dans ces 2 villages pour s'imprégner des changements induits par l'éclairage solaire. Jean Zongo, Oumar Zombré. Grâce au solaire, au centre de santé et de promotion sociale de Palogo. Nous sommes dans le Boulki-MD, à quelques encablures de Koudougou, région du centre-ouest. Comme à Palogo, les lampadaires se sont aussi allumés à Ralo, toujours dans le Boulki-MD. Centre de santé, école, marché, lieux de culte sont désormais éclairés pour le bonheur des populations. Après 23 ans, il faut que nous utilisions souvent des torches ou bien même des portables pour pouvoir faire un accouchement. Vous voyez qu'avec la lumière maintenant, on n'a pas besoin d'utiliser une torche pour un accouchement. Donc franchement, ça va changer beaucoup de choses. Même la consultation, ça va vraiment amener la fréquentation. La nuit, là, il fait chambre, on ne peut pas vendre. Mais comme la lumière est venue, on peut vendre jusqu'à 22h. À l'instar de Ralo et Palogo, ce sont plusieurs localités qui bénéficieront de l'électricité solaire. Dans cette phase déjà, on est à 175 villages au niveau donc de la localité. On a autour de 400 villages encore qui vont en bénéficier, donc des kits communautaires. Généralement, pour 200 villages, nous tournons autour de 2 milliards d'investissements. L'énergie solaire est inépuisable, mais les équipements solaires ont une durée de vie. Elle varie entre 3 et 25 ans. Et pour que ces investissements durent, il faut un suivi méticuleux. Le solaire, il n'y a pas de carburant à mettre, mais il faut faire de la maintenance. Il faut aussi que le gouvernement sache qu'à partir d'un moment, il faudra changer les batteries. Plusieurs jeunes des localités qui bénéficient de ce projet seront formés pour le maintien des équipements installés. Un mot de santé, un projet pour lutter contre le VIH-Sida en milieu des travailleuses de sexe. C'est un projet initié par le Conseil national de lutte contre le sida et l'association AAS. Des détails sur le projet avec Zoubaviel David Abilé. Les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida veulent bouter cette maladie sexuellement transmissible hors du Burkina Faso à l'horizon 2030. Et pour y arriver, ils lancent le projet pilote de prévention combinée du VIH-Sida dans les cercles des travailleuses du sexe dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit là d'accroître la résilience de ces populations vulnérables à travers des mesures préventives. Mais nous n'allons pas nous contenter simplement de traiter les gens et de les rendre indétectables. Nous voulons éviter qu'ils soient infectés. Parce qu'à terme, nous avons dit 0 nouvelle infection au VIH, 0 décès lié au VIH et 0 discrimination. Concrètement, il s'agit donc d'un cocktail d'actions qui allie les traitements, l'incitation au port du préservatif, les bons comportements qui sont proposés aux uns et aux autres
afin d'empêcher les nouvelles infections au sein des populations clés. L'objectif est de permettre à 90% de la population de connaître son statut sérologique et assurer leur prise en charge. Dans ce combat, le secrétaire permanent peut compter sur l'appui financier de l'ONU-SIDA. Si on veut lutter contre le sida, il faut laisser personne de côté. Donc les populations clés sont importantes et je soutiens aussi, non seulement on soutient financièrement, mais le soutien politique est important aussi. Le soutien pour lutter contre les discriminations, contre la stigmatisation, ça vaut autant que l'argent. S'il est jugé concluant, le projet pilote va s'étendre à l'ensemble des localités du Burkina Faso, foi du secrétaire permanent de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. La famille des forgerons de Samba était chez le Mogo Naba Bango à Ouagadougou. Hier, la famille est allée sacrifier à une tradition. La famille des forgerons de Samba a apporté un fagot de bois au souverain Mouaga. C'était en présence de Vincent Tiendrebego. Ainsi le veut la tradition. Une forte délégation de la famille des forgerons venus de Samba se rend chez le Mogo Naba pour lui offrir du bois de chauffe. C'est une pratique qui remonte à des temps anciens, mais qui a connu entre-temps une interruption. Vers les années 1969, que cela a été interrompu pour des raisons que nous ignorons. Et avec le conseil des sages, les orientations, cela nous a permis de renouer avec cette tradition-là, qui est de venir rendre visite à Sa Majesté le Mogo Naba tous les 3 ans avec du bois mort. Ainsi, le Sanaba, ou le chef des forgerons de Samba, et ses collaborateurs ont repris cette pratique ancestrale depuis 2006. Question de renouer avec la tradition. C'est aussi l'occasion pour eux d'offrir au Mogo Naba quelques objets de leur fabrication. Ici, une lance et une paire de chaussures, grandeur nature. C'est un outil qui peut être dans le musée de Sa Majesté pour que les générations futures apprennent de quoi il s'agit. Le Mogo Naba en retour félicite le Sanaba et sa délégation pour leur mobilisation. Occasion pour le souverain de présenter à ses hôtes son trophée du prix Macky Sall pour la paix qui lui est récemment décerné. Le génie des forgerons, bien sûr. La Coupe du Monde Russie 2018 démarre demain de jeudi pour environ 1 mois de compétition. Les 32 meilleures équipes de la planète croiseront le fer pour le titre. Parmi les grands favoris pour le trône se trouvent le Brésil, l'Argentine, de Messi, l'Allemagne et la France. Que pensent les Burkinabés de la compétition qui s'ouvre ce jeudi? Réponse avec Maria Ouattara. 32 nations, 32 jours de compétition, 64 matchs. Voilà en chiffre la 21e Coupe du Monde de football qui s'ouvre ce jeudi 14 juin à Moscou, dans la capitale russe. Les téléspectateurs de la RTB pourront suivre en direct 32 de ces 64 matchs, bonifiés de plateaux d'animation et de journaux spéciaux. Les informations concernant les Coupes du Monde passées, les meilleurs buteurs, c'est ça moi je voulais... Des informations sur ça, quoi. On s'attend à voir à peu près pratiquement les meilleures parties de la Coupe du Monde. Il faudrait que tous les matchs là passent en direct. Ça draine un grand public, beaucoup de téléspectateurs, des millions. Donc c'est l'occasion peut-être de profiter, faire beaucoup de sensibilisation. Surtout à l'endroit des jeunes qui sont beaucoup fans de football. Et les pronostics aussi vont bon train. Je pronostique en première position le Brésil, en deuxième position la France. Et c'est les deux qui vont apporter la coupe. Je ne suis pas trop football comme ça, mais bon, en fait je sais qu'il y a des pays africains qui vont participer. Mon souhait c'est que ce soit un pays africain qui remporte comme ça. Bon, je crois qu'à quelque part c'est toute l'Afrique qui gagne, quoi. Moi je veux que le Sénégal gagne la coupe. Parce que c'est l'Afrique. Je supporte l'Afrique. Ce ne sont là que des pronostics. La 21e Coupe du Monde FIFA désignera son vainqueur au soir du 15 juillet prochain. Et en bref, la Coupe du Monde 2026 sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.
C'est ce mercredi matin que la candidature du trio nord-américain a été préférée à celle du Maroc à 134 voix contre 65. États-Unis, Canada, Mexique 2026 sera la première édition de la Coupe du Monde à 48 équipes. Avec l'échec de la candidature du Maroc, l'Afrique devrait encore attendre celle qui avait accueilli sa toute première Coupe du Monde en 2010 au pays de Nelson Mandela. Et puis, la revue de presse des quotidiens est signée Abdul Rasmani Zongo. La musique ou la chanson, c'est selon, est connue d'avance. Encore un énième report du procès du putsch manqué de septembre 2015. Chante ou plutôt se lasse aujourd'hui au Faso. Le contraire allait plutôt susciter un étonnement. Justement, pas de surprise, renchérit l'Obs. Le défilé tant attendu des accusés n'a toujours pas commencé. On peut entamer un procès en attendant qu'un avocat soit commis pour les accusés n'étant pas encore auditionnés, plaide Maître Farama de la partie civile. Faux, rétorque Maître Tiemtarabumbu de la défense. On ne peut pas débuter des auditions, invoque-t-il, alors que des accusés n'ont pas de conseil. L'audience est censée reprendre demain jeudi, du moins en théorie. En attendant ailleurs et surtout en pratique, pas de déport, ni de report, ni d'annulation, remarque l'observateur sur un tout autre sujet. Elle a bien débuté la résolution de l'énigmatique équation salariale des agents publics de l'État en dépit du boycott de certains syndicats. C'est le Premier ministre Paul Kabacheba himself, note le journal, qui a balisé le domaine de définition et les résultats attendus 3 jours plus tard, d'où le titre « 72 heures pour remettre les pendules à l'heure ». Lesquels résultats complètent aujourd'hui au Faso doivent avoir pour dénominateur commun la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État. Cette refondation du contrat social en marche, vue par les éditions Le Pays, qui au passage titille, voire fustige, la position jusqu'au boutiste de certains syndicats, vise ni plus ni moins qu'à crever l'abcès pour éviter au Burkina Faso de foncer aveuglement dans le mur. Cela s'appelle, selon notre confrère du journal Le Pays, changer de paradigme pour sauver la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire l'État. Et puis ne décrochez pas, tout à l'heure à 21h sur la RTB, l'émission Nul n'est censé ignorer la loi. Les tribunaux connaissent très souvent des affaires consécutives à l'absence de testament. Ce soir, donc, l'émission vous permet de comprendre tout sur la rédaction de ce document important. Quels sont les éléments juridiques qui caractérisent un testament? C'est le sujet de votre émission ce soir, donc voici un extrait. Le testament, un acte juridique et un élément fondamental dans la succession et dans le partage des biens d'une personne décédée. La rédaction de ce document n'est pas encore entrée dans les habitudes des Burkinabés. Les types d'affaires que nous connaissons dans ce cadre sont généralement les demandes aux fins de liquidation, de partage, de succession. Ça veut dire quand quelqu'un décède, ses héritiers peuvent, à la suite du décès, saisir le tribunal pour demander à ce que les biens qu'il a laissés, son patrimoine qu'il a laissé derrière lui, soit liquidé et partagé. Mais il y a plus de problèmes quand il n'y a pas de testament. Voilà, tout sur le testament, ce soir donc à 21h sur la RTB dans l'émission « Nul n'est censé ignorer la loi ». C'est tout également pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.